Erev Tov, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou, avec Georges Spira, comme très souvent, et on continue avec l'Alliance israélite universelle, et on a toujours des surprises. Alors, Bechavod, Georges Spira, Oui, bonsoir, bonsoir. je m'excuse une seconde, tu gardes le micro un instant. D'abord, une très bonne nouvelle. Nos amis Rina et Laurent Fermont, et David Fermont, pardon, ont eu un petit-fils qui a été brité en début de semaine. Voilà. Shabbat. Donc, Mazel Tov à eux deux. Et deuxièmement, je voudrais placer le cours de ce soir, le dédié pour la refoua shlema de deux personnes que vous connaissez tous. D'une part, Francis Marx, qui a été opéré aujourd'hui du genou, c'est de la mécanique, mais on lui souhaite refoua shlema. Et surtout, refoua shlema aussi à Maryse, la petite fille de Claire Confineau dont on va parler ce soir, et qui est tombée dans ses escaliers et s'est fracturé l'épaule. Alors, on lui souhaite refoua shlema. C'est un peu difficile pour elle et on espère que tout ira pour le mieux et qu'elle souffrira pas trop. Ça, c'est pour les annonces de ce soir. Donc, des bonnes choses et puis des moins bonnes choses. Voilà. Cela dit, on fait notre petit résumé traditionnel et nous avons parlé la dernière fois de l'opposition qu'il y a eu entre l'Alliance israélite universelle de France et sa rupture avec l'antenne allemande en 1910. Quant en ce qui concerne l'antenne de l'Alliance d'Angleterre, elle était déjà indépendante depuis 1873. Ce que j'avais relevé de tout à fait intéressant, c'est que cette opposition reposait sur un patriotisme, un chauvinisme patriotique exacerbé tant chez les Français que chez les Allemands. D'ailleurs, une trentaine d'années plus tard, ils nous en ont remercié des deux côtés, tant les Allemands que les Français. Et les sujets d'opposition portaient sur la langue de l'enseignement, sur la tradition juive, sur la position des Juifs allemands, des Juifs français sur le sionisme qui était naissant, et essentiellement sur la différence des patries respectives, donc un patriotisme poussé à l'extrême et qui a provoqué cette rupture. Et on en était là pour les généralités, et j'ai commencé ensuite à vous raconter l'histoire de Claire et Albert Confino, qui ont été directeurs et institutrices et fondateurs des écoles juives de l'Alliance israélite universelle à Ispahan. Alors, je vous avais raconté la biographie des deux. Claire est née Toledo, donc d'origine séfarade. Albert Confino, pareil, lui, il est né en Bulgarie, mais les deux relèvent de l'Empire ottoman et sont donc des citoyens de l'Empire ottoman. Et à ce sujet-là, Jacques Picard m'avait posé une question sur quelle était la nationalité d'Albert Confino. Il est français, effectivement, c'est ce que j'avais dit. Mais entre-temps, j'ai appris un petit détail qui est assez amusant. Albert Confino, avant d'être marié, était en poste dans une école de l'Alliance, pas très longtemps, parce qu'il est tombé très malade. Je crois que c'était Constantinople, si je ne me trompe pas. Et il a été rapatrié par bateau en France pour être soigné, au bout de 3 mois d'enseignement. Et sur le bateau, il a fait connaissance du consul de France en Turquie. Et il se lie d'amitié, il bavarde, et l'espoir de M. Confino, comme de plein de juifs de l'époque, c'était d'avoir la nationalité française encore et toujours, cette extraordinaire reconnaissance à l'égard de la France qui a émancipé les juifs. Et le consul lui a dit, écoutez, venez me voir dans 15 jours, voilà mon adresse, et on va essayer d'arranger ça. Il est allé le voir, et puis 3 semaines après, M. Confino était français. Donc c'était plus facile d'obtenir la nationalité à l'époque qu'aujourd'hui. Donc effectivement, il était français, et son épouse, Claire, est devenue française par mariage. Voilà, c'était pour apporter une précision à Jacques. Alors ensuite, je vous ai parlé de leur formation à l'école normale israélite orientale l'ENIO à Paris. Claire sort prix d'excellence et est nommée institutrice à Andrinople. Et là, elle rencontre Albert. Et évidemment, cette rencontre se terminera par un mariage, mais ça mettra quand même 2 ans et demi.
Et j'avais raconté qu'il avait fallu l'accord, l'autorisation du comité central de l'Alliance israélite pour qu'ils puissent se marier, dire la situation de dépendance de ces gens. D'ailleurs, tout ce que je vais vous raconter, je vais mettre très fortement l'accent sur l'histoire de Claire et de son école de filles. Je pourrais vous raconter la même chose sur Albert et son école de garçons. En plus, il était directeur de l'ensemble. Mais je vais porter l'accent sur Claire parce qu'elle a vraiment fait beaucoup pour l'émancipation des femmes. Et c'est un côté extrêmement positif de son œuvre. Et c'est ce que je voudrais vous raconter essentiellement. Alors, après ça, ils sont nommés à Ispahan pour créer le réseau d'écoles de l'Alliance israélite. Le réseau, c'est un grand mot, les écoles juives de l'Alliance à Ispahan. Je vous ai raconté leur voyage qui est ubuesque, 6 mois pour arriver sur place. Entre-temps, Claire Confino va accoucher d'un petit garçon. Et on se demande où ils ont puisé leur énergie, leur enthousiasme. Alors, si ce n'est que d'un côté, ce sont des enseignants nés qui veulent enseigner, qui veulent former des générations, et surtout, toujours cette reconnaissance sans limite à l'égard de l'Alliance israélite universelle qui leur a donné la chance de leur formation et de leur promotion. Un dévouement absolu, vous allez voir à quel point ce dévouement va se manifester. Ensuite, je vous ai donné un peu la situation de la communauté juive d'Ispahan, qui comporte environ 6000 membres, et ce sont des gens sidérés, hébétés, léthargiques, effondrés, totalement anéantis par des mesures anti-juives extrêmement brutales des musulmans, dont l'objectif est de les amener à un tel état d'abrutissement que pour s'en sortir, ils ne voient plus qu'une solution, c'est de se convertir à l'islam. C'est toute cette politique des musulmans de Perse à l'époque, et on a affaire à une communauté littéralement anéantie. Anéantie. Voilà. Alors, je vous ai aussi raconté un peu ce qu'était leur habitat. On y reviendra d'ailleurs ce soir encore une fois. En tout cas, le quartier juif est entouré de murs et pour certaines maisons, pour entrer chez soi, on passe par un trou creusé dans la chaussée et on rentre à la maison comme des rats dans une tanière. C'est absolument affreux comme situation. Évidemment, l'intérieur des maisons est très pauvre, c'est facile à expliquer. Et nous avons aussi une description de Pierre Loti du cimetière juif d'Ispahan, qui n'est pas entouré de murs, où il n'y a pas de pierre tombale et où malheureusement les corps des défunts servent de supermarché pour les chacals et pour les hyènes qui les déterrent pour les dévorer. Donc c'est vraiment une situation plus que sordide, épouvantable. Et nous avions aussi vu un rapport d'Albert Confino sur 2 pogroms qui ont eu lieu 20 et 10 ans avant son arrivée, en 1878 et 1897, mais c'est un rapport qui raconte ce qu'on lui a raconté de ce qui s'est passé, pogrom extrêmement violent. En 1878, la communauté d'Ispahan lance un appel à l'Alliance israélite à Paris. Je ne sais pas comment ils ont eu leur adresse, comment ils ont eu l'idée de s'adresser à eux. En tout cas, ils leur demandent d'envoyer quelqu'un qui puisse les protéger. On ne parle pas du tout d'éducation, mais de les protéger. Et du coup, l'Alliance envoie un délégué qui fait un peu un état des lieux et obtient l'accord du Shah d'Iran pour l'ouverture d'une école à Ispahan en 1878. Il faudra attendre 1900, 22 ans, pour que l'accord du Shah soit transformé en autorisation administrative d'ouverture d'une école, d'où la nomination d'Albert et de Claire Confino comme créateurs et directeurs de l'école à venir. Et que lorsqu'ils arrivent à Ispahan, il y a de folles rumeurs qui se répandent dans la communauté. Ils vont nous amener 200 chameaux couverts d'or et d'argent et on va sortir de notre misère. Ce sera la liberté, etc. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qui se produit, mais l'espoir était démesuré avec l'arrivée de l'Alliance israélite à Ispahan. On en était là. Et alors, je vais vous raconter la suite de l'histoire avec la narration qu'en fait Claire Confino à de multiples reprises. Elle se prend d'ailleurs le temps de décrire l'intérieur et le repas d'une famille juive d'Ispahan. Et voilà ce qu'elle nous écrit le 26 juin 1901.
elle décrit l'extérieur, donc les fameux trous pour accéder dans la maison, et on pénètre dans l'un de ces appartements. Aucun meuble, ni chaise, ni table, ni armoire, ni coffre. Des tapis sur un sol de terre battue, de très beaux tapis, qui feraient l'orgueil des salons parisiens. Mais ils font très triste figure ici. Leurs couleurs sont totalement cachées par une épaisse couche de poussière et de gros vers se promènent sur ces tapis que personne ne songe à enlever. C'est vraiment une description épouvantable, épouvantable. Dans les murs blanchis, il y a des niches où sont entassés toutes sortes d'objets. Un samovar, un livre hébraïque, de vieilles babouches, un vase en cuivre, un narguilé, des vêtements, une théière, des bougeoirs, des sacs de riz, des vases en cuivre et des plats remplis de gâteaux et de douceurs, des marmites de cuivre, des cruches, des sacs de riz et surtout des bouquets de roses ou de jasmin dont heureusement l'odeur couvre celle des habitants. C'est terrible comme description. C'est misérable, misérable. C'est la pièce de réception. C'est toujours Claire qui écrit. Imaginez dans quel état doivent être les chambres. Que fait la maîtresse de maison? Pourquoi ne s'occupe-t-elle pas de son ménage? Claire Confilon est une femme éduquée. Elle ne comprend pas qu'on puisse vivre dans ces conditions. Que fait la maîtresse de maison? Elle est étendue sur des tapis, passe sa vie à manger des sucreries, fumer le narguilé et dormir. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait le genre d'intérieur dont on a l'habitude. Je vous rappelle qu'on est en 1901. On n'est pas au XIIe siècle. Cette femme est abétie, pourtant assez coquette. Avant le retour du mari le soir, elle fait une toilette, c'est-à-dire elle se teint les ongles des pieds et des mains avec du henné, peint ses sourcils d'un gros trait noir. Alors j'ai vu une photo, c'est barré comme ça de noir, tout droit comme ça. C'est voilà, c'est un critère d'élégance. Donc se peint les sourcils d'un gros trait noir d'un côté à l'autre du visage. Un peu de carmin sur les lèvres et sur les joues. Elle ne se coiffe jamais, se lave rarement. Peu importe la propreté des vêtements qu'on porte, puisque ce sont les mêmes qu'on porte jour et nuit jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. Voilà la description de l'intérieur et d'une femme de l'époque. Et vous allez voir tout à l'heure que nous aurons un autre témoignage qui confirme ça. Voilà, triste mère de famille, elle continue. Les enfants sont toute la journée dans la rue, exposés aux intempéries, aux immondices, et il résulte qu'ils sont très souvent malades. D'où une très grande mortalité chez les enfants. La moyenne chez une femme juive persane est de mettre au monde entre 12 et 14 enfants, dont ne survivent que 2 ou 3. Mettre au monde entre 12 et 14 enfants, dont ne survivent que 2 ou 3. C'est absolument terrifiant. Ils meurent, faute de soins. Et ceci durera tant qu'on ne sera pas abolie cette terrible coutume des mariages précoces. Comment, elle termine comme ça, comment une fillette de 10-12 ans peut assumer son rôle de mère alors qu'elle-même a encore besoin des soins et des conseils de la sienne? Et c'est tout à fait juste. Et elle continue après en disant, dans mon école, elle est déterminée, il n'y aura que des enfants, là elle constate, après on viendra à la détermination, il n'y aura que des enfants de 5 à 8 ans et des vieilles filles de 11 à 13 ans qui ne sont pas encore mariées, faute de dot ou parce qu'elles ont un défaut physique. Des vieilles filles de 11 à 13 ans. C'est hallucinant, hallucinant. Voilà, alors elle termine par une description des vêtements. À la maison, les femmes portent une robe d'indienne rouge, tombant jusqu'aux genoux, plus une chemise flottante fendue sur la poitrine. Tête couverte d'une couche de voile sale, pas de bas. Leur parure, autour du cou et autour des poignets, un fatras d'amulettes,
et de perles de verre bleu et jaune, dont le rôle est de les protéger contre le mauvais œil et contre les maladies, pense-t-elle. Pour sortir, elle porte un immense chador bleu, jeté sur la tête pour ne laisser voir que les yeux, mais ne se soucie pas de laisser voir leurs jambes nues. Évidemment, pour Madame Confino, qui vient de Paris où on portait à l'époque des jupes jusque par terre, voir les jambes nues, c'est absolument terrifiant. Elle précise qu'à Téhéran et à Cachan, les femmes sont plus pudiques. Elles sont mieux habillées, plus décentes, parce qu'en fait, elles sortent avec de vastes pantalons et s'enveloppent dans une grande draperie bleue, la tête coiffée d'un calicot. Quant aux hommes, c'est une espèce de robe de chambre bleue, serrée à la taille par une interminable écharpe de calicot, un large pantalon de coton bleu et pour sortir, un manteau beige en poil de chameau. Riche ou pauvre, tout le monde s'habille de la même manière, à une exception près, le couvre-chef. Les riches portent la chola, c'est un bonnet en astrakhan, alors que les pauvres portent un bonnet de laine entouré d'une fine couche, d'une fine lamelle de fourrure. Voilà pour la description des vêtements. Et elle termine en disant « Monsieur le Président, voilà le repas qui nous a été offert en notre honneur par une famille. De grands plateaux de cuivre posés au milieu de la salle, donc par terre, il n'y a pas de table. De grands plateaux de cuivre posés au milieu de la salle, on apporte une profusion de gâteaux, de sucreries, de fruits secs avec du vin et de l'eau de vie. Ainsi, on commence le repas par le dessert. Et le maître de maison appelle Bchavod. Et tous les convives, maîtres et serviteurs, s'agenouillent autour des plateaux et tous portent la main au plateau avec précipitation. Un clin d'œil et tout est vidé. Puis, on apporte le prolan, qui est le plat traditionnel perse, plat national. C'est du riz avec de la viande coupée en petits bouts et des plantes aromatiques. On mange avec les doigts. Il n'y a ni couvert, ni assiette, on n'en connaît pas l'usage. Et tout le monde plonge les doigts dans le plat et mange à toute vitesse. Il n'y a pas de verre, tout le monde boit dans un très grand bol, dans le même bol dans lequel il y a de l'eau ou du vin, selon. Pas de couvert, pas de fourchette, on mange avec les doigts, tout le monde plonge les doigts dans le plat. Bon, ça c'est assez traditionnel dans beaucoup de sociétés. On ne parle pas pendant le repas, et quand le repas est fini, à savoir que toutes ces agapes durent 10 minutes, parce qu'on vide les plats, toute vitesse. On enlève les plateaux, et on passe un saladier plein de vinaigre aromatisé avec de l'eau de rose, qu'on prend avec de profondes cuillères. Ensuite, on fume son narguilé, les invités partent, les hôtes sortent les couvertures et dorment. Mais les femmes, eh bien, bien sûr, les femmes n'ont pas pris part au repas. Elles prennent leur repas à la cuisine et se satisfont des restes que leurs augustes maris et fils leur ont laissés. Voilà ce qu'écrit Claire Confino. Elles n'ont pas le droit de s'asseoir à table. Il leur est défendu de paraître devant des étrangers, de prendre la parole devant le mari ou d'émettre un avis sur quoi que ce soit. Un rôle totalement effacé. Elle est plus une domestique de confiance qu'une maîtresse de maison qu'il faut aimer et respecter. Et c'est intéressant parce qu'elle voit la situation, elle compare à la sienne, c'est une femme aimée, respectée, et qui prend part aux décisions de la famille, et donc elle est très choquée. Elle est très choquée. À elle, les travaux du ménage, la cuisine, la garde des enfants dont elle s'acquitte très mal. Quant à la consulter, même pour des choses importantes concernant les enfants ou en changement de vie, il n'en est tout simplement pas question. Et elle commente. C'est normal. La femme n'est-elle pas l'esclave de l'homme? Et depuis quand le maître consulte-t-il l'esclave sur ce qu'il veut faire? C'est son commentaire, il est très amer
et elle va s'employer à changer cette situation. Imaginez-vous ce que ça signifie, changer des siècles de traditions, de coutumes, de coercition, et elle veut changer tout ça. Et elle va y arriver. Elle va y arriver. Voilà. Alors, je vais m'attacher à détruire ces absurdes préjugés et faire disparaître ces inégalités. Cela prendra peut-être du temps, peut-être des années, d'autant plus que la principale intéressée, donc la femme, ne semble absolument pas se rendre compte de sa situation. Donc, si elle n'est pas consciente d'être en situation de dépendance, elle n'a aucune exigence. Voilà ce que nous dit Claire Confineau. Assujettie, abêtie depuis des siècles, elle accepte sans se plaindre les pires humiliations comme les rebuffades les plus pénibles. Les efforts de l'Alliance israélite universelle auront pour but d'améliorer le sort de cette femme, de ces femmes. Et donc, quand elle écrit ça, Claire Confineau, elle sort complètement du cadre de sa fonction. Sa fonction, c'est d'être institutrice. Accessoirement, elle est l'épouse du directeur. Mais elle n'est pas là pour refaire l'éducation de tout un peuple. Mais elle le prend à cœur. Et en réalité, au lieu d'être une simple institutrice, elle sera beaucoup, beaucoup plus que ça. Et c'est tout ça que nous allons voir maintenant. Alors, à leur arrivée, en 1901, Claire et Albert, ils voient des jeunes gens, des jeunes hommes, dès que l'école a été ouverte, les jeunes hommes accompagnaient leur épouse âgée de 9 à 11 ans pour les inscrire à l'école. Et ils veulent immédiatement mettre le holà, tollé dans la communauté. Impensable. On ne comprend pas ce qu'ils veulent, ils ne sont absolument pas suivis. Ces jeunes maris veulent toujours amener leur épouse de 9 à 11 ans pour l'inscrire à l'école. Alors, ils font venir, Albert et son épouse, font venir le rabbin qui traditionnellement rédige les ketubot, les contrats de mariage pour les jeunes gens qui vont se marier. Et ils obtiennent, c'est déjà un premier résultat, que tous les contrats doivent être d'abord contresignés par le directeur Albert. Donc, il ne mettra pas, il ne donnera pas son autorisation à des mariages d'enfants trop jeunes. Et c'est un premier pas extrêmement important. Et là-dessus, on redéfinit le but de l'éducation de ces enfants, faire de bonnes ménagères, les faire respecter par leur mari, qu'elles ne subissent plus les mauvais traitements connus par leur mère, et très intelligemment, elle dit, d'ailleurs, le mari qui aura passé par l'école saura lui aussi estimer son épouse. Et c'est vrai que c'est qu'un problème d'éducation, mais ça ne va pas être très facile du tout. Et les jeunes garçons vont se rebiffer comme quoi on leur rogne les ailes, on leur enlève leur masculinité et leur virilité en donnant des droits aux jeunes filles. C'est impensable, mais on va y arriver. 2 générations plus tard, une cinquantaine d'années, la petite fille du directeur, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Maryse Choukroun, qui s'est cassé la figure, est de passage à Ispahan et elle se rend à l'école. Et le directeur a les larmes aux yeux en apprenant qui elle est et lui dit « Venez voir, venez voir ». Dans le bureau du directeur trône toujours le portrait d'Albert Confineau, son grand-père, le directeur de l'école, le premier, et il dit que dans la communauté, l'admiration est encore extrêmement vivace pour ce que Albert et son épouse Claire ont réalisé pour la communauté. Ils sont vus comme des couples de défricheurs, des gens qui ont littéralement construit un nouveau juif persan. Et donc une réputation formidable, un souvenir extrêmement vif dans cette communauté de ce que ces gens ont apporté. Et la petite fille, qui m'a donné tous les documents que je vous raconte ce soir, a eu ce témoignage et vu le portrait de son grand-père dans cette école. Le soir même, toujours Maryse est invitée chez un médecin, avec son époux, est invitée chez un médecin juif d'Ispahan, médecin, et il raconte que la description faite par Claire dans ses lettres à l'Alliance israélite correspond point par point
à la situation et à la vie que menaient ses grands-parents à lui à Ispahan à l'époque. Donc, c'est tout à fait confirmé, c'est tout à fait juste. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir la quantité de courriers que ces gens ont envoyés à Paris. C'est incroyable, avec tous les détails, tous les détails. Et c'est comme ça qu'on sait beaucoup, beaucoup de choses par la bibliothèque de l'Alliance israélite sur la situation des Juifs dans les pays arabes. Donc voilà, le médecin confirme tout ça. Et lui, ce qui lui reste comme souvenir du passé, ce sont des points de folklore un petit peu, si vous voulez. Ce sont des tapis déjà, un vrai sens de l'hospitalité à l'orientale, le goût des pistaches et du riz. Et toute la famille de ce médecin parle un français châtié, un français parfait. Et ça, c'est l'enseignement de l'école de l'Alliance. Alors, on fait un peu le bilan de ce qui se passe là. Il faut créer ces écoles, d'accord? Mais il faut beaucoup d'autres choses. Il faut habiller les enfants. Il faut trouver du personnel aussi. Il faut trouver des gens pour enseigner. 3 mois après leur arrivée, l'école est préparée, elle est reconstruite. Il y avait une école qui était brinque-ballant. Elle est inaugurée le 4 août 1901. Et dès le départ, il y a 220 garçons et 75 filles. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et dans différentes lettres, alors je ne vous les lis pas in extenso, mais je sors les points importants, Claire nous donne des précisions qu'elle envoie au siège à Paris. Les parents et les enfants semblent contents car ils pressentent une ère nouvelle. Ah, tiens. J'ai pas pu prendre plus d'élèves car je ne dispose que de 4 bancs. Donc les autres enfants, ils seront assis par terre. C'est très difficile, ce sera une constante dans ces lettres, et extrêmement difficile de recruter du personnel. À 5 km d'Ispahan, il y a un village arménien qui s'appelle Jalfa, où je pourrais trouver du personnel. Mais les Arméniens refusent de venir en ville. Alors, pour des questions d'attaque, parce qu'ils sont brutalisés par les musulmans, ils restent entre eux dans leur village. Alors, pour le moment, je dispose d'un rabbin et de 2 femmes pour les cours d'hébreu et de persan. Tiens, persan, on va voir pourquoi. Je croyais qu'il fallait enseigner en français. Nous allons voir tout à l'heure. Une autre lettre où elle dit, voilà, mon mari vous demande du matériel scolaire. Moi aussi, il me faut quelque chose, mais il me faut autre chose. J'ai besoin de savon, de peigne, de poudre insecticide et d'acide phénique. Vous voyez pourquoi? Pour instaurer l'hygiène. Car avant de donner un cahier et un porte-plume, il faut apprendre à ses enfants à se coiffer, à se laver, ce qu'ils ignorent totalement. Donc c'est par ça que commence son enseignement, des gestes de base de la vie de tous les jours. Grands et petits sont d'une saleté repoussante. Ils se lavent une fois tous les 15 jours. Les mères, de la même manière, portent 50 nattes qu'elles ne défont qu'une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Elles sont un très mauvais exemple pour les enfants. Ils vont en guenilles, pieds nus, pleins de croûtes et de boutons. Et en finale, c'est par les enfants que les parents arriveront à la propreté. Et ça, c'est le but que se fixe Claire Confinot. Ce sont des siècles de soumission qu'il faut combattre. Un comportement intégré, intériorisé de dhimmi, de soumis. Avant toute éducation scolaire, il faut éradiquer ces siècles de soumission. C'est une femme révoltée, c'est une féministe avant l'heure, gentiment féministe, gentiment. Donc voilà, au bout de 2 mois, donc on en a ouvert en août 1901, septembre, octobre, fin octobre, elle écrit « Les enfants ont pris l'habitude de la propreté ». C'est déjà un beau résultat. Cette femme est venue pour être institutrice, figurez-vous. Or, toute sa correspondance nous fait vivre sa vie au quotidien, à l'exception de ses soucis personnels, des soucis de la famille. Ça, elle n'en parle jamais. On est pudique,
On n'en parle pas et pourtant les soucis ne lui manquent pas. Il y a 2 classes de filles de 10 à 14 ans et 3 classes de 6 à 9 ans. En tout, 150 élèves. Petit à petit, l'école fait partie du quotidien. Et Claire nous dit, les mères ont une bonne volonté, elles sont prêtes à rompre avec les habitudes du passé. Donc très vite, elles progressent. Elles comprennent l'intérêt et appliquent à la lettre chaque observation que nous leur faisons. Donc elles sont prêtes à recevoir quelque chose, ces femmes. Elles se rendent compte petit à petit d'une situation dramatique. Des mères se présentent de façon beaucoup plus décente et s'occupent de plus en plus de leurs enfants. Donc c'est vraiment un beau résultat après 3 mois de présence. Mais il faut agir avec patience, ne surtout pas heurter les coutumes et les traditions. Le premier pas est fait, nous sommes sur la voie du progrès. Voilà. Début 1902, elle écrit « Les grandes apprennent à tricoter et à coudre. Il y a 3 nouvelles classes, un réfectoire de 250 élèves grâce à des dons venus de Paris. Les enfants apprennent la discipline, l'obéissance, le respect de l'autre. Il y a de plus en plus d'élèves et des problèmes croissants de personnel. » Dans toutes ces lettres, on verra qu'elle se plaint des problèmes de personnel et elle ne trouve personne pour enseigner. Elle aura même, mais je vous raconterai plus tard, quelqu'un qui viendra de Paris qu'elle sera obligée de renvoyer carrément. Claire écrit encore une fois, le rabbin et 2 femmes incompétents, tous les 3, mais je suis forcé de les garder. Je les guide tant que je peux et fais parfois moi-même la leçon d'hébreu. Le 25 octobre 1901, elle écrit, on revient un tout petit peu en arrière, l'école fonctionne bien. Malheureusement, et là nous touchons un problème qui va les hanter pendant tout leur séjour à Ispahan. 10 fillettes sont parties pour l'école de M. Garland. D'autres suivront. Ce sont les familles les plus pauvres qui envoient leurs enfants chez les congréganistes. Les congréganistes sont des missionnaires protestants implantés en Iran depuis le début du 19e, 1925-30, par là. Donc bien antérieur. Garland les habille. 1800. Pardon ? 1825. Garland les habille, les nourrit et leur donne un peu d'argent de poche. La même chose, écoutez bien, la même chose chez nous serait trop de sacrifices pour l'Alliance. Chez nous, la situation est difficile. Les enfants sont pieds nus. L'hiver glacial arrive. Avec les 1000 francs que vous m'avez envoyés, j'ai pu acheter 50 robes, mais je n'ai ni souliers ni chaussettes à leur donner. Et l'hiver est froid en Iran. Voilà. Il faudrait au moins, elle continue, il faudrait au moins les nourrir pour qu'elles ne partent pas. 27 décembre, donc un petit mois plus tard, un mois et demi plus tard, les 800 francs que vous m'avez envoyés me permettent de nourrir mes élèves, mais il faudrait trouver un moyen pour avoir un revenu régulier. Et c'est dans ce sens-là qu'iront les efforts de Claire, mais ça, ce n'est pas pour ce soir, ce sera pour la prochaine fois, et c'est très intéressant ce qu'elle met sur pied. Alors elle écrit, écoutez ça, vous n'avez pas idée du bonheur pour les élèves d'être nourris. Il est difficile de se limiter à 150 enfants, seulement les orphelins et les plus pauvres. Ils ne mangeaient à la maison qu'un morceau de pain sec et une gousse d'ail. Donc c'est fondamental, les nourrir, ça n'a rien à voir avec l'instruction. C'est les choses complètement basiques qu'il faut commencer à apporter. Fin 1902, 68 fillettes ont été arrachées aux protestants par la nourriture, simplement par la nourriture. Ça suffit pour convaincre les parents de ramener ces enfants dans le sein de l'école juive. Certains enfants, toutefois, ne peuvent venir à l'école, bien qu'elles le voudraient, mais elles travaillent 12 heures par jour à filer la soie ou le coton pour aider la famille. Leur salaire est de 5 centimes de francs par jour.
un véritable esclavage. En leur donnant à manger, on pourrait les sauver. Ce sont des petites choses qui vont avoir de très grands effets. Claire écrit le 17 février 1902. L'école est bien organisée, mais je manque de personnel. Je change fréquemment de rabbin parce qu'au lieu de faire cours, les uns lisent les Teilim, d'autres partent faire la Shrita. J'en ai même eu un qui, pendant ses cours, apprenait le français pour son compte personnel. Mais avec ça, il n'enseigne rien aux enfants. J'ai pu former 2 maîtresses, c'était difficile à cause des coutumes, mais elles commencent à comprendre leurs obligations et à enseigner correctement. Quant aux filles, elles commencent à quitter le tchador. Leur éducation morale est très difficile. 2 vices caractérisent ces enfants, le vol et le mensonge. Il y a d'ailleurs eu des vols en classe. Mais mes fillettes commencent à se corriger, car elles ont un bon fond et ne veulent à aucun prix me causer de chagrin. Et tous les détails sont rapportés, tous ces détails sont envoyés à Paris. Et ce sont ces lettres-là qu'on a pu consulter et que Marie Choukroun a réunies. Par ailleurs, elle commence à parler le français. Elle progresse vite aussi en travaux manuels avec beaucoup de zèle. C'est un vrai travail, mais beaucoup plus que ça, c'est un vrai dévouement de la part de ces gens, de Albert et de Claire Confino. Ce n'est pas que de l'instruction, ça va bien plus loin. Ils apprennent à ces enfants la vie tout simplement, et une relation de confiance, et à acquérir un peu d'indépendance, et à relever la tête après des siècles d'hébétude et d'effondrement. En 1902, l'école des filles comporte 162 élèves. Il y a une classe même de 72 élèves parce qu'il n'y a pas de place et les petites ont cours dans le préau. Mais bon, pas grave, en été il fait bon, on peut faire cours dehors. Reste un problème qui est récurrent également dans les lettres de Claire Confino, c'est le problème des congréganistes. Alors regardez les moyens mis en œuvre par les protestants pour convaincre les juifs de se convertir au protestantisme. Toutes les difficultés que je vous ai énumérées jusqu'à présent s'ajoute donc l'obstruction par les écoles congréganistes dont le seul but est de convertir les petits juifs. Le prosélytisme loin de la France est l'une des armes pour imposer l'autorité de la France, les Anglais font pareil d'ailleurs, par le truchement de la religion, on essaye d'asseoir l'autorité d'un pays colonial. Et Claire, elle en parle longuement dans ses lettres. Le but des missions, c'est la mainmise sur l'esprit des enfants, par l'éducation. La Perse est convoitée par l'Europe, est tellement convoitée que Napoléon III décidera d'implanter en 1830 une école catholique en Perse. Mais dès 1810, il y a des missionnaires protestants en Perse. Ils délivrent la bonne parole et de l'argent, et ils sont venus avec une Bible traduite en persan. En 1869, à Ispahan, il y a 2 écoles protestantes, donc 30 ans avant l'arrivée des Confino. Et les missionnaires en terre d'islam deviennent de véritables professionnels de l'éducation avec pour but la conversion des jeunes. Et pour ça, ils s'appuient sur des moyens. Alors, les protestants des moyens plus importants, ce qui finalement fera que les catholiques vont partir et laisser un boulevard ouvert à la mission des protestants. Et cela, ils convainquent les parents les plus pauvres à se convertir, moyennant des sommes d'argent extrêmement importantes. Ils achètent littéralement la conversion des Juifs par de l'argent, parce que ces gens sont dans une misère noire. Et la dernière fois au cours, une dame a témoigné que toute sa famille s'est convertie. Alors là, s'il s'agissait de l'islam, se sont convertis à l'islam. Toute sa famille a été perdue. Et comme ça, il y a des centaines et des milliers de juifs qui ont disparu de
du giron du judaïsme. Claire nous écrit « Nous luttons contre la mission protestante. L'histoire de nos écoles est intimement liée à nos démêlés avec les congréganistes. En 1889, ils avaient même installé une école dans le quartier juif, à l'intérieur du ghetto, pour être sur place. Alors cette école va être totalement boudée dès l'arrivée des comptes finaux à Ispahan. Mais ils ont poussé le toupet jusqu'à s'installer carrément à l'intérieur du ghetto. Alors les protestants nourrissent les enfants, les habillent, leur donnent les fournitures scolaires, donnent de l'argent aux parents et en plus font beaucoup de charité. Les médicaments pour les malades sont gratuits, les frais d'obsèques sont pris en charge par la congrégation, bref, une vraie mainmise sur les Juifs. Mais plus que ça, et ça c'est excessivement dangereux, à partir du moment où un Juif s'est converti au protestantisme, il tombe sous la protection des consulats européens en Perse. Et donc, ils sont protégés et ne risquent plus d'être pogromisés et autres. Donc ça, c'est véritablement un argument très, très lourd qui pèse pour les protestants pour obtenir l'adhésion de ces braves juifs qui ne savent plus comment s'en sortir. Impunité et protection, c'est le plus beau cadeau que les protestants puissent leur faire. Et en plus de ça, ce Garland, le directeur des écoles protestantes, est aidé par un juif renégat, un juif qui a quitté le judaïsme et qui s'est converti, qui s'appelle Dartashti. Et ce Dartashti a laissé un souvenir catastrophique dans la communauté d'Ispahan, tellement catastrophique d'ailleurs qu'ils obtiendront finalement son expulsion d'Ispahan, parce qu'il fera tout, y compris des coups fourrés, pour obtenir la conversion de juifs au protestantisme. Par exemple, il lance un jour une fausse accusation disant que les Juifs ont brûlé toute la bibliothèque protestante où il y avait des Bibles traduites en persan et que s'ils ne voulaient pas être poursuivis, pourchassés, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de se convertir au protestantisme. C'est ce Dartashti, un Juif renégat, qui a été absolument dramatique. Alors là-dessus, Albert Confino écrit une lettre au grand rabbin de Bagdad. Ce grand rabbin de Bagdad a autorité sur tous les Juifs de l'Empire ottoman. Donc, excusez-moi, pas de l'Empire ottoman, de l'Empire perse. Cela dépend directement du grand rabbin de Bagdad. Et il envoie une lettre à toutes les synagogues de l'Empire pour exhorter les Juifs à éviter d'avoir une quelconque relation avec les protestants. Tollé des missionnaires, évidemment, qui se voient pris en défaut. Et ça va très loin, puisqu'ils envoient même une lettre de protestation à la légation d'Angleterre. Alors, cette lutte entre les protestants et les juifs va durer longtemps, quelques années. Et en 1903, un émissaire protestant de Garland se rend même en visite dans les familles juives avec plein de promesses d'argent pour obtenir une conversion. Et Claire écrit « L'assaut nous est donné de toutes parts. On nous discrédite, mais nous tâchons de parer au coup et nous défendons comme nous le pouvons. » Donc, non seulement ils ont affaire à des gens dans un état désespéré, en plus, ils doivent se battre à l'extérieur. Alors, il y a beaucoup de recours, notamment contre Dartashti, et ce que je l'ai dit tout à l'heure, il finira par être expulsé. Voilà à peu près la situation 1902-1903. Maintenant, quelles sont les méthodes d'enseignement et quelles sont les matières enseignées? Là aussi, Claire nous éclaire, si je peux dire. Notre programme est très simple. Lecture, écriture, calcul, quelque chose que nos anciens connaissent, la leçon de choses. On sait plus ce que c'est aujourd'hui, une leçon de choses, mais nous avons encore appris à l'école la leçon de choses, l'histoire sainte, l'hébreu et quelques notions d'histoire naturelle, d'économie domestique et de géographie. L'emploi du temps préconisé par Paris, elle l'écrit, c'est une femme indépendante. Elle est très reconnaissante à l'Alliance
mais elle assure elle-même ce qu'elle veut faire. L'emploi du temps préconisé par Paris ne peut être appliqué tel quel. Voilà. Inutile, à mes yeux, de surcharger la mémoire de ces fillettes de dates, de nomenclature et de théorie. Écoutez bien, c'est extraordinaire ce qu'elle écrit, servant uniquement de preuve vivante de notre activité. En d'autres termes, leur farcir la tête avec un tas de choses qui leur servent à rien, c'est pour flatter notre ego. Mais ce n'est pas de ça que je veux. Ce n'est pas ça qui va les aider. Il faut oser l'écrire. Il faut oser l'écrire. Bon, voilà. Elles doivent avoir quelques notions de base, d'hygiène et de morale, et surtout, coudre, couper, raccommoder, ce sera pour elles le meilleur bagage pour la vie. Nous devons viser à faire de ces jeunes petites filles de bonnes ménagères à même de gagner leur vie. Et à cette fin, je voudrais quelques bouliers pour des rudiments de calcul. Et je vous signale que je montre aux maîtres l'enseignement du français et de l'hébreu et me retire lorsqu'ils sont capables d'enseigner. Donc, non seulement elle fait ses cours, mais en plus, elle forme les maîtres. Ça va aller encore plus loin que ça. Impossible de trouver des enseignants pour Claire. Les problèmes des personnels sont récurrents, sont permanents, tout le temps. Et de façon très peu classique, elle prend l'enseignant, le maître de persan, qui s'appelle Hanoun Mordechai. Elle le prend lundi pour lui apprendre quelques mots de français que lui va enseigner le mardi aux petits enfants. Donc, ce n'est pas très, très classique comme enseignement, mais elle n'a pas d'autre solution. Donc, elle lui apprend 20 mots le lundi et va les faire annonner le mardi, les 20 mots que lui-même a appris le lundi. Et c'est comme ça quand même que ces enfants, petit à petit, apprendront les premières bribes de français. Après une année d'école, les enfants sont propres, les fillettes sont soignées, sérieuses, assistent aux cours de façon très régulière et maintenant, après un an, nous pouvons débuter l'enseignement véritable. Donc, il a fallu d'abord leur donner des rudiments de civilité, si je puis dire. La première année, les rabbins qui enseignaient l'hébreu n'avaient aucune notion de pédagogie. Et Claire leur montre comment faire. Le système d'enseignement des rabbins, il était très simple. Apprendre par cœur la Torah, point. Pas de commentaires, pas d'explications. Et elle leur montre que si on veut intéresser les enfants au judaïsme, il faudrait peut-être leur donner quelques explications autour de leur enseignement. Ce qu'ils vont faire, mais elle les forme pour ça. À la fin 1904, ce sont des maîtresses d'hébreu qui vont remplacer les rabbins. Et ce sera une réussite totale, tant pour la lecture que pour la prière, que pour la traduction des textes. C'est tellement vrai qu'il y a une preuve de cette réussite, c'est que le Shabbat à la maison, le père de famille est très très fier de faire assister toute la famille à la lecture de la Parshat HaShavua par ses filles et par ses garçons qui étaient à l'école. C'est pour lui un immense motif de fierté. Voilà quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose qui n'existait pas un an auparavant. Voilà qu'un père est fier de ses enfants et il en est tellement fier qu'il les montre. Voilà ce qu'ils sont capables de faire. Eux lisent Parshat HaShavua aujourd'hui. C'est plus moi, c'est mes garçons et mes filles. Et il en est fier. C'est une révolution. C'est une vraie révolution. En confiant le Kodesh, notamment à des maîtres plutôt qu'à des rabbins, en réalité, Claire se conforme au souhait du centre de l'Alliance à Paris, mais ce n'était pas son but, ce n'était pas ça l'intérêt pour elle, c'était que l'enseignement est meilleur, il est de meilleure qualité. Malheureusement, il faut le dire, que des rabbins qui avaient d'anciennes méthodes d'enseignement qui étaient fort peu pédagogiques et fort peu rayonnantes. Les mêmes maîtresses d'hébreu, d'ailleurs, vont enseigner le français dans les petites classes après avoir été formées par Claire Confino. Elles non plus parlent pas le français, donc elles les forment, pareil, au jour le jour, pour avancer au moins avec les petites classes.
Euh, alors, elle a un autre projet pour leur assurer un petit peu d'indépendance à ces jeunes filles en sortant de l'école, c'est qu'elles parlent un minimum de persan. Ça, c'est tout à fait contraire au principe de l'Alliance qui veut l'enseignement du français avant tout. Elle dit, c'est pas concret, c'est pas en phase avec la situation. La situation exige qu'elles parlent un petit peu de persan. Pourquoi? En 1901, lorsqu'ils arrivent, les Juifs de Dispense vivent totalement repliés sur eux-mêmes, ça nous l'avons vu, et seuls les hommes qui sont chiffonniers ou colporteurs baragouinent quelques mots de persan. Le reste de la famille, l'épouse et les enfants, ne font que parler le judéo-persan et ne comprennent pas un mot de persan. C'est une autre langue. Or, si ces petites filles doivent un jour pouvoir gagner leur vie, travailler, il faut qu'elles aient un minimum de bagages en persan. Et donc, elle va commencer à leur enseigner le persan. Et puis, très rapidement, cet enseignement sera stoppé. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que l'Alliance s'est braquée parce que ce n'est pas conforme à son projet? Est-ce que c'est un problème de finance? On ne sait pas. Mais ce que nous écrit Claire Confineau, c'est que les petites filles, elles parlent déjà pas si mal que ça le persan, et que de toute façon, leur professeur de couture, leur maîtresse de couture et de coupe et de raccommodage, elles ne parlent que le persan. Et donc, en leur enseignant la couture, elles leur apprennent également le persan de tous les jours. Elles n'ont pas besoin de savoir lire et écrire en persan, mais au moins s'exprimer pour pouvoir un jour travailler. Et Claire écrit, nous sommes obligés d'adapter nos cours au milieu dans lequel nous exerçons. Et là, on touche du doigt quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'à Paris, plein de bonne volonté, on a des principes d'éducation, mais ils ne sont pas applicables tels quels, ça ne marche pas. C'est les principes qui sont élaborés par des gens dans une Europe du 19e siècle baignée de lumière, entre guillemets, c'est absolument pas adapté aux besoins du terrain. Leur volonté est fantastique. Ils sont pleins de bonne volonté, mais il faut qu'ils soient un peu plus souples. Ce n'est pas ce qui caractérise tellement la centrale à Paris. Donc, on a en face d'eux une dame, une petite dame, qui a ses problèmes personnels, nous les verrons, et qui leur tient tête et qui dit, ce que vous me racontez là, mais ça ne sert à rien du tout. Je ne peux rien faire avec ça. Ce n'est pas de ça qu'ont besoin ces gens. Ils ont besoin d'autre chose. Et elle impose sa façon de voir. Lire, écrire, compter, des notions d'hygiène et de morale, coudre, raccommoder, on y revient tout le temps, coudre, raccommoder. L'ensemble est le meilleur bagage qu'on puisse leur donner pour leur assurer un avenir. Et elle a tout à fait raison. Et puis en plus, il y a des exercices pratiques. C'est des exercices très simples, mais que ces enfants ne connaissent pas. Balayer la classe, enlever les toiles d'araignée, chose que maman leur a jamais montrée. Essuyer les bancs, les chaises, les niches, faire une lessive tous les 15 jours, blanchir les serviettes des élèves de la cantine. Ce sont des choses tellement élémentaires que leurs mères ne leur ont jamais montrées. Et c'est nécessaire pour la vie. Le tout se fait sous ma direction, c'est ce qu'elle écrit. 1er juin 1904, il y a 207 élèves à l'école de filles. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que le prochain chapitre, c'est les relations de monsieur et madame Confineau avec les parents d'élèves. Et ce n'est pas facile, vous pouvez vous imaginer. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Donc, la prochaine fois, on va terminer l'histoire des Confineau avec 2 lettres très importantes que je vous lirai in extenso et puis plein d'histoires encore. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ben Vakasha. Ouvrez mon micro. Il faut ouvrir les micros. Il faut d'abord que Johan... Monsieur Johan, il n'est pas là? Johan, une seconde, j'attends le chef.
Allô, allô. Johan? Merci beaucoup, Georges. Ah ben voilà. On t'attendait. Ah, merci, Georges. C'est vraiment passionnant. C'est gentil. Merci Si- beaucoup. Je voudrais vous... S'il Aussi, vous plaît, dommage. je voudrais savoir quelle relation elle avait avec les musulmans autour. Ah ben on va en parler. Ah, On va en d'accord, parler. très bien. Alors, parfait, d'accord. Il y a des Moi, relations. je voudrais savoir comment vous avez fait pour vous documenter à ce point. Alors, j'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. La petite fille de monsieur et madame Confino s'appelle Marie Choukroun. Cette dame a réuni tous les documents concernant sa grand-mère et son grand-père. On a fait un livre pour sa famille. Et en parlant avec elle, elle m'a dit, mais écoute, tu sais, j'aurais quelque chose sur l'Alliance qui pourrait t'intéresser. Et donc, tout ce que je vous raconte, tout le mérite en revient à Marie Choukroun. Elle a fait un travail